sur la route. Je suppose que vous aussi. Donc parler d'un sujet dans la presse où tous les jours vous avez des articles sur le véhicule autonome, mais pas avoir forcément des retours d'expérience probants, ce n'est pas forcément intéressant. Par contre, parler des ADAS, des systèmes d'aide à la conduite, ça c'est intéressant puisque ça existe déjà sur les voitures et on peut faire des retours d'expérience. Alors l'atelier, on a préféré se concentrer sur les véhicules légers ou les véhicules utilitaires légers. On n'a pas voulu parler des routiers ou des transports publics de marchandises ou de voyageurs parce que bon, ce sont des professionnels de la route. Donc c'est complètement différent du véhicule particulier ou du véhicule léger. Donc on a préféré se focaliser sur les flottes VL et VUL. Un peu d'histoire sur les ADAS. Alors on parlera d'ADAS, c'est plus rapide que système d'aide à la conduite. Un peu d'histoire, c'est que, par exemple, l'ABS, l'anti-blocage des freins, vous savez, si un freinage intensif, ça évite de bloquer les freins, c'est apparu en 1978. C'est pas tout jeune. Donc les aides à la conduite, vous connaissez, régulateur de vitesse, caméra de recul, aide au changement de voie, aide au parking. Il y a beaucoup d'ADAS qui maintenant, auparavant, il y a quelques années, étaient surtout connus sur les véhicules haut de gamme. Maintenant, on les retrouve sur les véhicules de moyenne gamme ou un peu partout. Alors, un petit sondage dans la salle. Je vous demande simplement de lever la main. Qui conduit avec des véhicules ou avec un véhicule équipé d'ADAS? Waouh! Les trois quarts de la salle, c'est ça à peu près. Quand on fait des sondages, et d'ailleurs Anne nous parlera de ça, mais quand on fait des sondages, c'est à peu près aux environs trois quarts des personnes qui utilisent des véhicules aujourd'hui équipés d'ADAS. Alors, avant de commencer de présenter les intervenants, je vais parler d'un petit retour d'expérience, le mien. Ça fera un peu l'introduction et puis ça va un peu compléter ce que dira par exemple Dominique. La flotte d'IDEX, c'est essentiellement des VUL. Des VUL tôlés à l'arrière. Donc on comprenait que pour le stationnement, c'est pas top. Et il y a quelques années, fin 2013, la direction des achats fait un appel d'offres. Et puis il me dit, tiens, on va négocier avec le constructeur des radars de recul. Et c'était demandé par les conducteurs depuis quelques années. Et puis ils m'ont dit, Patrick, tiens, avant de se lancer là-dedans, ça coûte combien finalement les sinistres à notre charge lorsque un conducteur tape à l'arrière le véhicule? Donc je regarde dans la statistique du reporting de mon courtier, je regarde et puis je dis finalement ça coûte à peu près aux environs de 50 000 €. Il y a quelques années de ça. Ça c'était fin 2013. Donc début 2014, la direction des achats négocie avec le constructeur l'intégration des radars de recul sur les nouveaux véhicules. On est 4-5 ans plus tard, donc le parc a été renouvelé. Donc je me suis dit, tiens, j'ai fait une petite comparaison entre les stats sinistres que j'avais avant l'apparition des radars de recul dans la flotte et maintenant. J'ai regardé la fréquence et j'ai regardé les coûts. Et la fréquence, on pourrait se dire, tiens, ça a dû baisser considérablement. Eh bien non. Finalement, j'ai une baisse de la fréquence, mais pas considérable. J'ai une baisse de la fréquence de seulement 10%. Et mon coût n'a pas baissé, il a augmenté. Le coût moyen des sinistres a augmenté. Alors, ce n'est pas forcément dû à la réparation du radar de recul, peut-être qu'il coûte plus cher que s'il n'y en avait pas. C'est aussi dû à l'évolution, évidemment, des coûts des réparations. Voilà, c'était un peu une introduction. Je vais présenter les intervenants aujourd'hui sur les différents sujets. Donc, on commencera par Anne Lavaux, qui est déléguée générale de l'association Prévention Routière, et qui nous parlera d'une étude sur les ADAS en France. Donc, ça sera intéressant d'en parler. Elle nous parlera aussi de la charge mentale. Parce qu'en fait, finalement, un ADAS, ce n'est pas une voiture autonome, donc on doit être prêt à réagir. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, elle nous parlera aussi de la réflexion. Est-ce qu'il ne faut pas former les gens, finalement, à utiliser les ADAS lorsqu'ils conduisent? Ensuite, on aura l'intervention de Denis Gosselin, le point de vue d'un constructeur. Ça, c'est intéressant. Par rapport à, on se dit, tiens, demain,
on aura des véhicules sur les routes, peut-être le constructeur, il aura à faire appel à des recours. Ça sera intéressant. Et enfin, on finira par l'intervention de Dominique Sabalot, qui est directeur automobile chez E.ON, où là, Dominique nous évoquera avec vous des retours d'expérience client. Ça, c'est intéressant également. Est-ce qu'on a moins de sinistres? Qu'est-ce que pensent les clients des ADAS? Ça sera intéressant. Ensuite, on fera un petit débat sur 3 sujets. Un petit débat sur 3 sujets, sur les limites de ces ADAS, parce que finalement, ces ADAS, ça apporte confort et sécurité, mais ça peut engendrer d'autres risques. On parlera aussi de la gestion des sinistres. Est-ce que ça va changer en fait la façon de gérer les recours? Et on finira par une vision internationale. Voilà. Puis après, on fera la conclusion et on attendra vos questions. Alors, avant de passer dans le vif du sujet, on souhaitait en fait vous diffuser un petit film de PSA sur les ADAS. Alors, je te laisse, Denis, envoyer. Ça dure 2 minutes. Si ça marche. Sinon, on essaye. Alors, c'est pas les voitures comme ça. De la production d'une des premières voitures à essence au XIXe siècle, à l'invention des voitures connectées et autonomes de demain, l'histoire du groupe PSA est marquée par un héritage industriel dynamique de plus de 2 siècles. Nous développons des solutions technologiques qui rendront les voitures de demain toujours plus intelligentes et autonomes. Certaines de ces technologies ont déjà intégré votre quotidien. La fonction alerte de risque de collision vous prévient lorsque votre voiture risque un accrochage. Le freinage automatique d'urgence est activé après l'alerte en cas de besoin. Si vous ne faites pas de pause après 2 heures de conduite, l'alerte attention conducteur se déclenche. Pour vous garer, vous bénéficiez d'une assistance au stationnement avec Park Assist. Entre 2018 et 2020, des fonctions automatisées appelées hands-off seront disponibles. Sur voie rapide, vous pourrez laisser le véhicule ajuster lui-même sa vitesse et assurer le maintien dans sa voie. Sur votre accord, le dépassement s'effectuera automatiquement. Vous resterez maître de votre véhicule et prêt à reprendre la main si nécessaire. Après 2020, des fonctions assurant une automatisation avancée appelée Eyes-Off seront disponibles. En cas de trafic chargé, votre véhicule assurera entièrement la conduite. Vous pourrez vous consacrer à d'autres activités en toute sécurité, tout en étant en mesure de reprendre le volant si besoin. Les manœuvres de stationnement seront entièrement automatisées depuis votre smartphone. Les prototypes du groupe PSA ont déjà parcouru près de 100 000 km à fin 2016. La configuration des capteurs assurera une sécurité totale de conduite. Une ceinture ultrason et une ceinture de caméra sur la carrosserie assureront une première couverture 360 degrés. Des radars assureront une deuxième couverture. À l'avant du véhicule, radars, caméras et lasers couvriront une distance de 200 mètres. Une cartographie haute définition permettra un positionnement GPS précis du véhicule. Des calculateurs sécurisés permettront de prendre les décisions de conduite adaptées. Des capteurs à l'intérieur du véhicule permettront de qualifier l'état du conducteur et de s'assurer qu'il est en position de reprendre la main dans le temps imparti. La voiture autonome est déjà une réalité. Nous la réalisons pour vous faciliter la vie. Voilà, donc merci. Denis, tu as peut-être une mise à jour des chiffres par rapport à ça, non? Par rapport à ce film? Alors, la mise à jour, essentiellement, c'est qu'on est passé à 150 000 km à peu près à fin 2017. Donc ça reste modeste, mais ça a vocation à prendre de l'ampleur, puisqu'on a annoncé la semaine dernière un partenariat avec la Chine pour réaliser des tests là-bas, sur route ouverte. Voilà, donc merci Denis. On va passer donc à l'intervention d'Anne pour les études et la charge mentale. Donc je te laisse la parole sur les enquêtes qui ont eu en fait auprès des Français sur les aides à la conduite.
Merci Patrick. Alors moi, je ne vais pas me lever, je vais rester assise. Voilà, parce que c'est peut-être compliqué de nous suivre tout le temps du regard. Mais je suis ravie d'être avec vous. Je suis ravie de pouvoir partager quelques éléments. Donc je lance le chronomètre parce que Patrick nous a dit de tenir chacun en 10 minutes. Donc c'est parti en 10 minutes. Je vais essayer de partager avec vous un certain nombre d'éléments donc, qui vont être très choisis et très sélectifs par rapport à la masse des informations qu'on peut avoir sur le sujet. Et puis bien évidemment, je serai à votre disposition après pour échanger en particulier. Donc pourquoi l'association Prévention Routière se trouve ici pour vous parler des ADAS? Vous avez vu dans le petit film qu'a projeté Denis, tout le texte est au futur, donc on peut se dire mais que fait une association qu'on a plutôt l'habitude de rencontrer dans les écoles, hein, puisqu'on fait beaucoup d'actions au niveau des scolaires, auprès des seniors, et que fait-elle ici pour vous parler des ADAS? C'est bien parce que notre association, avec un consortium qui est composé de gens que vous connaissez bien, hein, de l'Institut des actuaires, de GFI Informatique qui fait du mécénat de compétences sur ce projet-là, de Attitude Prévention qui est l'association de prévention de place de l'assurance et d'Opinionway qui est notre prestataire études. Eh bien, nous avons créé un nouvel observatoire des risques routiers et de la mobilité sur la base des techniques du Big Data. Le principe, c'est qu'on a un échantillon de Français représentatif équipé d'une appli qui nous remonte des milliards de données. Et on a 4500 Français qui, toute l'année, sont interrogés. Et donc là aussi, ils sont représentatifs des Français. Et avec 4500, vous le savez, on peut aller de façon très fouillée dans le détail. Et pourquoi avoir créé cet observatoire sur le principe du Big Data? C'est parce que notre association a la conviction que le risque routier se retrouve dans le delta du comportement pensé par chacun d'entre nous et la réalité de ces comportements. Et donc, en ayant un panel équipé de cette appli et nous remontant des données de comportement, on peut le matcher après avec la partie déclarative. Et donc, on trouve ce delta. Donc, cette introduction un peu longue, mais pour vous dire d'où viennent les chiffres que je vais évoquer maintenant, qui sont des chiffres que nous avons publiés à l'occasion du Mondial de l'Auto et qui portent effectivement sur les aides à la conduite. Alors, comme vous avez tous pratiquement levé la main tout à l'heure quand Patrick vous a posé la question, vous n'allez pas être très étonnés, même si vous n'arrivez peut-être pas à lire très bien cette slide, mais le système d'assistance de vitesse, il est connu par 87% des Français. Connu. C'est-à-dire pratiquement tous les Français le connaissent. Système d'information et de navigation GPS. Donc là, je précise que c'est à la fois ceux qui sont embarqués dans les véhicules, mais aussi ceux qu'on peut avoir sur un certain nombre d'applis. Là aussi, c'est très connu. Donc, système d'aide de stationnement. Enfin, vous voyez que même le système d'amélioration de la vision de nuit, qui est quand même pas un système qui équipe tous les véhicules, est connu par 67% des Français. J'avais dit que je restais assise, mais en fait, pas du tout. Et donc, parmi le top 3 des aides les plus utilisées, on a le système d'information de navigation GPS, 60%. Donc non, il ne faut pas croire que 100% des Français font leur trajet avec leur appli Waze ou Coyote sur leur smartphone ou le nez vissé sur leur GPS. Hein. C'est beaucoup, mais ce n'est pas tous les Français. Les systèmes d'assistance de vitesse, 44%. Donc ça fait quand même des années, Denis, hein, que ces systèmes sont installés dans les véhicules. Ça tarde à être totalement popularisé. Et 31% pour les systèmes d'aide au stationnement. Alors, je vous ai mis ici un petit focus sur les jeunes. Et vous allez voir, c'est intéressant par rapport à la formation, quand on parlera de ce sujet-là. Donc, vous voyez qu'il y a un delta quand même assez important entre l'utilisation globale et celle qui est sur la population des 18-24 ans. A priori, vous êtes tous en train de vous dire, c'est pas étonnant parce qu'ils sortent du permis, ils prennent des petites voitures, des voitures qui ne sont pas forcément des voitures récentes, et eux, ils n'utilisent pas ce type d'aide à la conduite. Alors, en ce qui concerne les utilisations, hein, vous voyez que sur, par exemple, l'e-call, on est à 4%. Donc, vous voyez le delta qu'on a entre la première slide que je vous ai montrée sur le niveau de connaissance par les Français, qui est beaucoup entretenu par la communication, par le marketing, etc. Et puis la réalité de l'utilisation. Donc je vous laisse attraper chacun
d'entre vous. Alors, peut-être, Patrick, je précise à ta place que toutes les slides vous seront mises à disposition, donc n'essayez pas de tout recopier ou de prendre des photos, vous les aurez dans le détail. Alors, pour les Français, c'est, en tout cas pour ceux qui les utilisent, c'est vraiment utile. Donc, vous le voyez, 68% déclarent que les systèmes d'information de navigation GPS sont utiles, aussi les freinage d'urgence, etc. Donc là, sur l'utilité de ces trois-là, en tout cas, ça ne fait pas, il n'y a pas photo. En revanche, les Français considèrent que ces aides à la conduite ont des vertus, donc que je vous ai mises en vert, mais ont quand même aussi les critiques, avec seulement 6% d'entre eux qui considèrent que ça augmente le stress au volant. Je fais juste une petite incise là, par rapport au stress au volant. Le stress au volant, vous savez qu'on a beaucoup parlé du 80 km/h, ça ne vous a pas échappé. Et donc, pourquoi une des raisons pour lesquelles c'était important en France de baisser la vitesse, c'est que les conducteurs français sont particulièrement stressés par rapport même à l'ensemble des conducteurs européens. La conduite, qui est une des tâches les plus complexes qui nous soit donnée à faire au quotidien, c'est-à-dire qu'on est obligé de traiter des centaines d'informations et il faut prendre une décision toutes les 5 secondes, eh bien ça stresse considérablement les Français. Et on le sait, c'est du nudge, ça, c'est que quand on est stressé, on accélère. C'est quelque chose qui est démontré, qui est prouvé. Quand on est stressé, on accélère. Quand on est sous l'emprise de l'alcool, on accélère. Donc, le stress, le fait qu'on ait quand même 6% de Français, ça paraît anecdotique, mais qui souligne que ça augmente le stress au volant, pour nous, Association Prévention Routière, en tout cas, c'est un petit indicateur qu'il faut prendre en compte. Alors, elles ont quand même des qualités indéniables pour la plupart des Français. Je vous les laisse découvrir ici. Donc, même si on a une petite liste de critiques tout à l'heure, on voit bien que là, globalement, elles sont parées de beaucoup de vertus. Alors, elles sont parées de beaucoup de vertus, mais notre fameuse observatoire Big Data, il nous permet de regarder si ces avantages-là ne sont pas finalement quelque part un peu contre-productifs par rapport à des items qui sont les nôtres, qui sont ceux de la prévention et de la sécurité routière. Or, quand on analyse donc, avec notre système Big Data, les heures de dépassement de vitesse par rapport aux vitesses autorisées, on a la moyenne des Français qui est à 100. Et puis, quand on regarde ceux qui sont équipés d'un système d'avertissement, de localisation de radar, danger, etc., on est à 139. C'est-à-dire qu'il y a 39% de leur temps qu'ils passent au-dessus de la moyenne des Français qui déjà roulent au-dessus des vitesses maximales autorisées. Donc, on a un effet pervers de ces aides à la conduite qui est dans le non-respect des vitesses maximales autorisées. Et pour ceux qui sont équipés d'un système d'assistance de vitesse, on est à 109. Donc, on a là aussi un petit delta. Et ça, chacun d'entre nous a pu voir ou fait régler son limiteur de vitesse avec cette petite marge que dans notre tête on appelle marge d'erreur, et qui fait qu'on roule tous un tout petit peu. Allez, on se dit, bon, allez, hop, on se met 10% de plus. Normalement, devant le radar, ça passe. Eh bien, ils sont là. Et ils sont exactement là, nos 10%. Donc ça, c'est l'effet, c'est les effets pervers et il faut que j'accélère. Donc, je vais accélérer en vous parlant d'une... sans stress. Sans stress, je regarde quand même, je prends le temps de regarder ce que me dit, effectivement, il faut que j'accélère. Alors, la charge mentale. La charge mentale, c'est un concept que, surtout nous, les femmes, on a vu émerger dans les années 80 par rapport à la charge mentale qu'il pèse sur les tâches du foyer. Vous vous souvenez de ça ? Il y a eu des littératures énormes sur, même si les hommes font, la charge mentale, elle est chez les femmes, c'est elles qui ont la charge de tout ce qui... Bon, bien sûr, ça a énormément changé depuis, et la charge mentale est totalement partagée, n'est-ce pas, messieurs ? Alors, la charge mentale, de quoi il s'agit ? En fait, la charge mentale, c'est la capacité de traitement de l'information limitée. Donc, on a chacun un petit trait rouge, là, qui est notre capacité de traitement de l'information. Et il y a des tâches qui nous demandent plus que notre charge mentale, et ça pose un problème.
Et puis, il y a des tâches qui nous demandent moins. A priori, on pourrait se dire, si ça demande moins, ce n'est pas un problème. Eh bien, on va voir que si, ça pose quand même un problème. C'est que quand on a une tâche qui vous demande moins que votre capacité de charge mentale, eh bien, vous réajustez. Et je vais très vite, mais là, on a un cockpit d'avion ou d'une tour de contrôle. Mais je voulais parler des pilotes d'avion. Les pilotes d'avion, même si sur les gros porteurs, c'est des robots, les avions, ils font tout seuls. Mais les pilotes d'avion, il faut sans cesse qu'ils checkent un tas de trucs. On ne leur laisse jamais leur charge mentale redescendre. Tout est fait pour qu'en permanence, il y ait un maintien de leur charge mentale, de manière à ce qu'au moment où il faut reprendre le manche, ils soient au top de leur capacité. Donc, eux, on fait en sorte que leurs traits rouges ne descendent jamais et qu'ils restent au niveau de la charge mentale nécessaire pour agir. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la conduite autonome ? Eh bien, c'est que finalement, on dégrade ce trait rouge. Et alors, c'est vrai aussi pour un certain nombre d'ADAS. Et qu'en dégradant ce trait rouge, eh bien, on ne fait pas comme les pilotes de ligne. On risque, à un moment, de vous redemander de monter en puissance pour accomplir une tâche que votre charge mentale est incapable de faire parce qu'elle n'est plus adaptée à la tâche demandée. Je suis allée vite, mais si vous avez des questions, après, on verra. Je ne suis pas psychologue, il y a peut-être des psychologues dans la salle. C'est hyper vulgarisé, comme disait notre ami Enthoven hier. Enfin, pas vulgarisé, mais voilà. Donc, par rapport à ces deux petits focus que je viens de faire, ça pose un tas de questions. Ça pose la question de la formation. Il faut former. Et il faut former qui ? On a bien vu que former les jeunes pendant qu'ils font leur apprentissage de la conduite, c'est peut-être pas l'idéal, puisque justement ceux-là ne sont pas confrontés aux ADAS. Alors, il faut former quand ? Il faut former qui ? Et qui doit payer ? Donc tout ça, ce sont des questions qui sont aujourd'hui indispensables. Parce que quand assez naturellement on dit qui doit former, c'est le constructeur qui livre une super voiture. Sauf que vous conduisez uniquement la voiture que vous a livrée votre concessionnaire. Pas du tout. On est aujourd'hui, surtout dans un mode d'autopartage qui monte en puissance, à conduire des véhicules qui ne sont pas du tout les nôtres. Et donc, si à chaque fois qu'on prend un nouveau véhicule, il faut faire une demi-journée de formation pour savoir où se trouvent les ADAS et comment se comporte mon véhicule par rapport à ces nouvelles aides à la conduite, eh bien sûr que personne ne va le faire. Les loueurs disent pareil. Ils disent à un loueur, quand les gens arrivent à l'aéroport ou à la gare, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent tout de suite aller dans la voiture. En général, ils n'ont pas le temps de se faire ne serait-ce que 5 minutes pour comprendre comment fonctionne le véhicule. Or, aujourd'hui, il n'y a pas d'harmonisation, je parle sous le contrôle de Denis, il n'y a pas d'harmonisation des systèmes d'ADAS. Donc, non seulement les ADAS ne réagissent pas forcément de la même façon d'une marque à l'autre, d'un véhicule à l'autre, mais les choses ne se trouvent pas forcément au même endroit. C'est comme si la pédale de frein et d'accélérateur n'était pas au même endroit dans tous les véhicules. Donc ça pose aujourd'hui un véritable problème. Merci. Et voilà. Ah, super, merci Anne. Alors je vais laisser la parole. Bravo. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Denis, qui va mettre son régulateur de vitesse et qui va nous parler une dizaine de minutes sur le point de vue du constructeur. Ça, c'est intéressant. Je te laisse la parole. Merci Anne, merci Patrick. Donc juste à titre préliminaire, pour ceux qui l'ont marqué, l'ATEL n'est pas du tout l'objet d'un quelconque rétex sur les ADAS, je voulais préciser. Il n'y a pas eu d'accident de voiture. Voilà. Donc sur le point de vue du constructeur, moi j'ai deux idées phares majeures que je voudrais souligner lors de cette présentation, à savoir l'importance d'une communication claire et précise quand on parle de ce sujet, que ce soit sur le vocabulaire employé, par exemple les niveaux d'automatisation, et sur les risques évoqués, parce qu'il y a beaucoup de publications sur ces sujets. C'est vrai que parfois c'est un peu difficile de s'y retrouver parce que ça part un peu dans tous les sens. Une illustration, par exemple en 2018, le Centre pour la sécurité automobile aux États-Unis indiquait que les pratiques marketing et publicitaires de Tesla, combinées avec les déclarations publiques de son président, ont permis aux propriétaires de Tesla de croire qu'avec un autopilote
on était dans un véhicule autonome capable de conduire lui-même. Ce qui, bien sûr, n'est pas le cas, et c'est encore loin d'être le cas. D'un point de vue constructeur, l'autre point important à souligner, c'est que le fait que la sécurité du client est vraiment notre préoccupation première, et que celle-ci, on la prend en compte dans l'appréciation des risques. En tant que risk manager, on a vraiment un rôle moteur sur l'ensemble des risques à apprécier dans ce domaine. Ensuite, sur les différents risques qu'on peut évoquer, donc là j'en ai noté 4, qui ont tous leur spécificité justement en matière d'analyse des risques. Par exemple, quand on parle de reprise en main du véhicule, il y a la question de la formation qu'évoquait Anne à l'instant. Quand on parle des capteurs défectueux, il y a pour nous la question des recours qu'on serait amené à faire vis-à-vis de nos fournisseurs. Et ensuite, la question du trafic mixte, par exemple, on peut se poser la question d'une utilité d'une séparation selon les voies entre véhicules dits autonomes et véhicules classiques. Sur le calendrier et l'état des lieux du développement pour PSA. Donc pour 2023, au sein du groupe, on prévoit, comme on l'a vu dans Film, enfin ça a évolué depuis, mais la mise à disposition de véhicules de niveau 3, donc sans supervision du conducteur, essentiellement sur autoroute, et des véhicules de haut de gamme. À partir de 2030, on parle d'une arrivée en zone urbaine pour des véhicules particuliers. Et ensuite, vous voyez sur la frise, en fait, le matching entre les différents niveaux d'autonomie que tout le monde connaît maintenant, entre 1 et 5, entre le hands-on jusqu'au driverless, c'est-à-dire sans aucune intervention du conducteur. À titre d'exemple, on peut citer par exemple le Traffic Jam Chauffeur, qui est une délégation de la conduite dans les embouteillages, que j'ai eu l'occasion de tester en fait, au mois de novembre dernier au sein de PSA. Et en toute objectivité, bien entendu, j'ai été assez bluffé par la fluidité de l'adaptation au trafic, et puis par les aspects changement de voie également. Quant au risque précité, c'est pour ma part, et au vu de cette courte expérience, le risque lié au trafic mixte qui pourrait avoir une certaine fréquence, mais pas lié au véhicule autonome lui-même, plutôt lié au comportement des conducteurs humains de véhicules non autonomes qui s'insèrent dans le trafic. Sur la prise en compte des risques, donc j'évoquais tout à l'heure l'importance pour nous de la sécurité. C'est vrai que c'est notre première exigence, et je trouve qu'on ne la souligne pas assez. Enfin, on ne la souligne pas assez auprès du grand public, mais on a au sein du groupe tout un tas d'intervenants qui interviennent bien entendu sur ces sujets et qui ont vraiment à cœur la volonté de démontrer que le véhicule autonome est sur un niveau de sécurité qui va au-delà de au-delà des attentes du client, puisque vraiment il y a cette volonté de satisfaire. Sur l'évolution juridique, alors en tant que risk manager, c'est vrai qu'on essaye de se tenir au courant des différentes évolutions législatives et juridiques. C'est parfois pas chose très facile. Donc on a la fameuse loi Badinter, donc il est communément admis que celle-ci ne présente pas de difficulté, c'est-à-dire que l'introduction des véhicules à conduite déléguée ne pose pas de difficulté majeure pour l'indemnisation des victimes. Et en parallèle, d'ailleurs, se tient aujourd'hui, donc 7 février, une réunion entre la filière automobile et l'administration pour apprécier les propositions d'évolution du Code de la route. Sur la loi Pacte, donc on a eu donc l'article 43 de cette loi qui prévoyait de clarifier le régime de responsabilité pénale en cas d'accident pendant les expérimentations. On a ensuite la loi LOM sur les nouvelles mobilités qui fixe la stratégie nationale avec la volonté de fixer d'ici 2022 un cadre clair sur la circulation de voitures particulières à hautement automatisées, tout en sachant en parallèle qu'en décembre 2018, le Conseil d'État a rappelé la nécessité d'amender la Convention de Vienne pour permettre la circulation des véhicules hautement automatisés. Quant à l'international, alors là, c'est pas très simple d'avoir une visibilité très claire sur les différents projets, puisque ça va un petit peu dans tous les sens. Donc là, j'en ai cité quelques-uns. Par exemple, en Allemagne, en 2017, le Code de la route a été modifié pour permettre la circulation hors expérimentation des véhicules automobiles qui peuvent être dirigés de manière autonome. Et cette modification indiquait notamment que le conducteur ne commet pas d'infraction s'il se détourne des tâches de conduite dès lors qu'il peut reprendre la conduite de manière adéquate.
Alors, quant à l'aspect responsabilité civile produit, donc là, c'est un peu le cœur de mon sujet pour moi. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'une bascule entre la responsabilité civile automobile classique et la responsabilité civile produit des constructeurs. Alors, tout d'abord, j'ai cité des exemples d'accidents liés aux véhicules autonomes, entre guillemets. Par exemple, en mars 2018, le fameux accident Uber. Il y a un point intéressant à ce sujet qui fait écho à la nécessité d'une communication claire que j'évoquais tout à l'heure. Lors de cet accident, le constructeur en cause avait annoncé il y a 2-3 ans, il avait fait une communication en indiquant qu'il supportait toute responsabilité liée aux véhicules autonomes. Il s'est empressé, à l'époque de l'accident, d'annoncer que son véhicule n'était pas en cause puisqu'on était sur un souci de programmation. D'où l'importance d'une communication claire. Ensuite, bon, j'ai cité 2-3 autres exemples, mais d'une manière générale, vraiment la sinistralité RC produit pour un constructeur, à l'heure actuelle, est vraiment une sinistralité de faible fréquence et de faible intensité. C'est-à-dire qu'on a très peu de cas par an. On a fait une étude sur la période 2005-2013, on avait eu à peu près 1000 dossiers, avec 98% des dossiers qui étaient d'un montant inférieur à 50 000 euros. Depuis quelques années, on a environ 40 à 50 dossiers par an en RC produit, ce qui est vraiment ridicule par rapport à la flotte estimée, toute marque confondue du groupe, à peu près 20 millions, une vingtaine de millions de véhicules dans le monde, dont 3,9 millions vendus en 2017. Donc vraiment très 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 faible fréquence. Et pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, à savoir vraiment le fait que la sécurité est au cœur de nos préoccupations et de la préoccupation de l'ensemble des intervenants sur le véhicule autonome au sein du groupe PSA, il n'y a pas de raison que ça change. Donc pour nous, le sujet RC produit n'est pas un sujet. Il y a juste un aspect quantification du risque bascule, mais c'est un aspect qui restera en interne au sein du groupe PSA, puisque notre franchise RC produit est assez élevée. Donc forcément, ça posera juste une question d'organisation interne. Merci Denis. Merci pour cette intervention en tant que constructeur. Donc je vais laisser la parole à Dominique Sabalot pour les retours d'expérience, parce que Dominique, je crois que tu as interrogé des clients, des loueurs, des experts sur l'utilisation des ADAS sur les flottes. Donc je vais te laisser la parole pour enrichir les retours d'expérience de cet atelier. Absolument. Donc bonjour à tous. Donc en effet, j'ai dans le déroulé ici, je vais vous expliquer un petit peu le retour d'expérience de 7 ou 8 clients flotte. Donc je leur ai passé un questionnaire. Lorsqu'il y a 2 mois, Patrick m'a sollicité sur cet atelier. Donc je me suis attachée à poser quelques questions aux clients pour faire un point sur leur connaissance déjà sur l'équipement, puisque moi j'ai plutôt affaire soit au risque manager, soit au directeur d'assurance, soit au directeur financier, etc. Et pas fréquemment directement face aux responsables de parc. Donc en effet, c'est assez amusant de voir que les clients ne sont pas ceux qui prennent l'assurance, avec qui on renouvelle les contrats ou que l'on place. Ils ne sont pas tout le temps informés finalement de la façon dont les véhicules sont équipés dans leur flotte. Ils s'attachent à l'équipement de leur propre véhicule, mais les véhicules de leur flotte, ils ne sont pas toujours très, très conscients de l'évolution des équipements. J'ai aussi un retour d'expérience de 2 experts spécialistes de l'accidentologie. Et j'ai aussi donc le retour d'un client flotte sur de la location courte durée. Et je terminerai ensuite par des statistiques sur un panel d'études que nous avons mené sur nos données statistiques. Donc sur les retours d'expérience, la première réaction finalement que j'ai eue sur ces clients, c'est... En effet, ils s'intéressent aujourd'hui sur ces équipements parce qu'ils prennent conscience, justement à travers leur propre expérience, que le véhicule a complètement évolué aujourd'hui et qu'il peut être un risque. Pour eux, il y a 2 notions lorsqu'ils choisissent les véhicules et qu'ils changent leur car policy. C'est à la fois de se préoccuper du confort des collaborateurs, puisque le confort, en fonction des populations de commerciaux, ils ne vont pas s'attacher spécialement au confort des véhicules de fonction, etc. Parce que chaque individu, chaque personne dans une société qui a un véhicule de fonction, cela signifie qu'il a déjà un certain statut. Donc,
généralement, les entreprises s'attachent à les contenter, à leur faire plaisir. Donc, les équipements confort, c'est presque de droit. En revanche, sur des populations de commerciaux, sur des populations de techniciens, et notamment sur les véhicules utilitaires légers, c'est vrai qu'ici, la notion de confort à la conduite, puisqu'il s'agit ici d'un outil de travail, c'est quelque chose qui est finalement relativement récent. Alors, quand je parle récent, on va dire que c'est dans les 2 dernières années. Donc, dans les éléments liés à la sécurité, de façon spontanée, souvent est revenu le limitateur de vitesse. Et pour les plus avertis d'entre eux, ils m'ont précisé qu'ils préféraient un limitateur de vitesse plutôt qu'un régulateur, parce qu'ils estiment que le régulateur est plutôt accidentogène. Ils ont évidemment radar ou caméra de recul, les déclenchements automatiques des warnings lorsqu'il y a un freinage d'urgence. Donc là, c'est des équipements qui sont plutôt récents. Les alertes en cas de non-déclenchement du clignotant lors d'un changement de fil. Vous avez aujourd'hui, et encore et toujours, beaucoup qui, au moment du dépassement, s'attachent à faire le dépassement avec une certaine vitesse et ne pensent pas mettre le clignotant. Là, vous avez des alertes maintenant dans les équipements de véhicules où le clignotant se déclenche tout seul. Dès qu'il voit que le véhicule fait un écart sur la route. Les essuie-glaces automatiques, là, on le sait, c'est quand même des équipements qui sont plus anciens. Sur le confort, ils sont attachés à la fois sur les boîtes automatiques. Là aussi, c'est quelque chose qui devient plus courant. Il y a quelques années, la boîte automatique déjà était très chère. Et donc, comme c'était cher, dans les flottes, ce n'était pas équipé. Aujourd'hui, il y a des demandes de collaborateurs sur des boîtes automatiques et les flottes les concèdent de plus en plus. Et les équipements de réglage liés à l'assise. Donc, on le voit, et de façon, ce retour d'expérience est extrêmement précis. Avant, les équipements étaient vraiment considérés comme des gadgets, donc étaient refusés par les entreprises. Aujourd'hui, les responsables de parc, les directeurs d'achat regardent l'ensemble des offres des constructeurs, vérifient les équipements, vérifient leurs coûts, évidemment, parce que ça reste un sujet très important dans les entreprises, le coût, mais en même temps, ils ne les refusent plus. Donc aujourd'hui, ce sont devenus des équipements essentiels et non plus considérés comme gadgets. Les points négatifs, c'est évidemment les offres des constructeurs qui sont très disparates. Vous avez entre Renault, PSA, les constructeurs allemands, vous avez pour un même équipement des modes de fonctionnement qui sont différents, on l'a dit tout à l'heure, des coûts qui sont différents. Et donc, pour obtenir une flotte homogène, ça devient très compliqué. Là, le directeur des achats, au bout d'un moment, il cherche quand même de la simplicité. Il sait très bien que plus il va acheter un panel important chez un constructeur, ses coûts vont diminuer. Et puis, quand il va renouveler sa flotte, eh bien, il va s'apercevoir que le constructeur A de l'année dernière est devenu plus cher cette année, donc il va aller chercher une offre chez le constructeur B. Et à ce moment-là, il a donc des véhicules qui sont très différents les uns des autres. Donc ça, c'est un point négatif. Le coût reste quand même un élément extrêmement important dans leur choix. Et ce qui inquiète aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure, nos clients, c'est l'appréhension fonctionnelle des conducteurs. Puisqu'aujourd'hui, vous avez les conducteurs, globalement, dans les flottes de location, souvent les contrats sont sur 36 mois, 24 mois pour ceux qui roulent très beaucoup, mais on va être sur du 36 mois ou du 48 mois. Donc là, on s'aperçoit que les conducteurs avaient un véhicule qui a 3 ans, donc avec un niveau d'équipement précis. Il va chercher sa nouvelle voiture. Finalement, il avait une Peugeot 3008 il y a 3 ans. Il prend une Peugeot 3008 aujourd'hui. C'est plus du tout le même véhicule. Donc là, ici, il y a une appréhension fonctionnelle des conducteurs qui transpire finalement chez nos clients et qui se disent « si j'ai des conducteurs inquiets, c'est qu'il y a un problème ». Alors, c'est là où... C'est toi. T'as avancé, parfait. Ici, donc, le retour que j'ai eu, puisque les clients que j'ai interrogés ont été interrogés des conducteurs, ont interrogé certains responsables de filiales ou d'entités, ils ont finalement 2 profils de conducteurs totalement opposés. Leur inquiétude, ça va être le conducteur qui est en excès de confiance.
Et j'ajouterais, alors pour les messieurs dans la salle, j'en suis désolée, mais ce qui est remonté, c'est que c'est plutôt masculin. J'ai un nouveau véhicule, c'est plein de gadgets, je suis en confiance, j'ai envie de tout tester, je ne sais pas trop comment ça marche, je vais appuyer sur des boutons, la voiture avance, c'est super. Donc ici, l'excès de confiance, c'est vraiment un nouveau risque. Anne, je crois, l'a souligné tout à l'heure, parce que c'est nouveau, ils en ont entendu parler, et là, ils sont sur des attentes fortes, et ils sont finalement, ces conducteurs masculins sont pour les constructeurs des testeurs. Ils disent ça marche, j'en ai entendu parler, je regarde rapidement comment ça fonctionne. Et là, je relâche la tension parce que j'ai envie de tout essayer à la fois. Si j'ai du hand-off, je le sais puisque dans la salle, il y a quelqu'un qui m'a amené à l'Amrae et qui a essayé de lâcher les mains du volant. Donc ça marche, sauf que moi, comme j'ai crié, j'ai dit vous ferez vos tests à un autre moment quand je ne suis pas dans la voiture. Mais ça marche. Ça sonne si ça vient sur la ligne, etc. Mais du coup, voilà, cette tentation, je trouve que c'est un nouveau risque. Et à l'inverse, nous avons des conducteurs qui sont extrêmement réticents à l'utilisation de ces équipements, qui ont des réactions inappropriées parce que la voiture, elle sonne, mais il y a une alarme, on ne sait pas trop ce qu'elle veut nous dire, parce que ce n'est pas un langage commun. Une sonnerie, ce n'est pas du vocabulaire. Donc évidemment, ça peut créer un stress. On en a parlé tout à l'heure, le stress est un risque. Donc si vous avez une alarme, vous ne savez pas ce que la voiture veut dire, vous allez freiner, ce n'était pas le bon moment, et vous avez des angles morts, il y avait peut-être une voiture qui arrive et vous ne l'avez pas vue. Donc il y a des conducteurs qui sont réticents et qui ne veulent pas déléguer au véhicule la conduite et qui veulent garder 100% du contrôle. Donc à ce sujet-là, j'ai 2 anecdotes. Sur le refus d'utilisation des ADAS, j'ai un client qui m'a remonté le cas d'un collaborateur qui refuse totalement. Il a eu un nouveau véhicule qui est équipé de partout, ça s'allume, etc. Et il a demandé, il doute de la capacité du véhicule à le garder en sécurité. Donc il a demandé à son employeur un écrit lui confirmant que l'employeur ne l'obligerait jamais à utiliser les équipements. Donc c'est un homme jeune qui a moins de 40 ans. Donc ça signifie ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe, il y a une évolution dans ces véhicules. Et donc il faut en prendre acte et se dire qu'il faut faire quelque chose. Une autre anecdote sur une détection systématique d'obstacles. Vous savez qu'aujourd'hui, un certain nombre de marques de véhicules et de catégories, en dessous de 50 km/h, et là c'est pour protéger les piétons notamment en zone urbaine, en dessous de 50 km/h, dès qu'ils perçoivent un obstacle, la voiture freine. Et là, j'ai un client qui a une marque que je nommerai pas, mais qui n'est pas PSA, et qui a un problème à chaque fois qu'il arrive à un péage d'autoroute. La voiture détecte la barrière, et donc il fait « j'avance, je recule pour prendre mon ticket ». Il me dit « c'est devenu épouvantable ». Et la première fois où ça lui est arrivé, donc il ne s'y attendait pas du tout, donc il a progressé une certaine allure devant la barrière de péage, et là la voiture s'est bloquée totalement. Et donc il a réavancé, voilà. Donc il a dit là ça devient épouvantable, je ne sais pas comment désactiver. C'est le directeur financier de la boîte et qui est responsable du placement du risque. Donc lui-même dit si je sais comment l'enlever, ce truc je l'enlève. Donc c'est aussi un sujet d'interprétation des radars, des différents outils qu'il y a, et tout ça s'affinera, je suppose, dans le temps. Il va falloir dire au véhicule qu'une barrière de péage, voilà, il faut s'arrêter. Donc dans cette retour d'expérience, donc vous voyez la réticence des collaborateurs, l'absence de présentation des fonctionnalités des équipements, c'est un vrai sujet aujourd'hui chez nos clients. Et donc un besoin, une nécessité d'accompagnement dans la prise en main des véhicules les plus équipés. Un retour d'expérience d'un loueur courte durée qui dit lui-même la conduite des véhicules semi-autonomes aujourd'hui est devenue complexe. La prise de location d'un véhicule, tout à l'heure Anne en parlait, vous allez, et notamment dans les aéroports, vous louez une voiture, vous avez le dernier véhicule équipé. On vous explique globalement comment connecter votre téléphone, comment fonctionne le GPS, et rien d'autre. Or, c'est ni le téléphone, ni le GPS qui sont aujourd'hui finalement les plus risqués. C'est comment ça fonctionne,
comment la voiture va réagir, est-ce qu'elle a le franchissement ligne continue, est-ce qu'elle va sonner. Donc là, il nous expliquait que l'apprentissage de la prise en main du véhicule aujourd'hui, c'est de plus en plus dans le menu des véhicules. Vous allez y regarder, vous avez tout. Sauf que vous n'avez pas une demi-heure, 1 heure, 2 heures à consacrer lorsque vous louez une voiture, surtout si vous la louez pour la journée. Donc, et les loueurs mettent à disposition de leur agent de station des supports vidéo, des fiches. Mais comme il dit lui-même, tous les 3 mois, les véhicules changent. Donc on a toujours les derniers. Il dit nos agents de station, finalement, c'est nous pour nous rassurer, mais ils lisent peu ces fiches. À titre simplement d'exemple, la prise en main d'une Mercedes classe S, pour des gens déjà très avertis sur les nouveaux équipements, le minimum, c'est 2 heures de mise en main du véhicule. Donc pour quelqu'un de pas averti du tout, je pense que moi, par exemple, il faudrait une bonne semaine. Donc, mais vraiment, donc moi, je suis un peu de celle qui désactiverait tout cela. Donc, apprentissage autonome requis et voilà. Donc, et les équipements signalés sont différents en fonction des véhicules. Retour d'expérience d'experts automobiles. Dans quel véhicule aujourd'hui on retrouve les ADAS? C'est surtout sur les véhicules supérieurs à 40 000 €, mais on va voir tout à l'heure dans les statistiques, ce n'est pas tout à fait ça. Quels sont les plus fréquents? Caméras de recul, détecteurs de franchissement de ligne et alerte distance sécurité. Le coût, tout à l'heure, Patrick en parlait sur sa propre flotte. Évidemment, l'objectif de ces équipements, c'est de baisser la fréquence des sinistres, mais dans le même temps et dans un effet ciseau, les coûts augmentent mais énormément, puisque vous avez des capteurs, des caméras sur les pare-brises et sur les notamment boucliers avant. Donc là, évidemment, tous les remplacements coûtent cher. Et qui répare les ADAS? Aujourd'hui, vous avez tout ce qui concerne les réseaux de carrosserie qui se préoccupent de la réparation de vos véhicules. Il faut savoir aujourd'hui qu'ils refusent finalement de remettre tout en marche d'un point de vue électronique et qu'ils sous-traitent aux constructeurs toute la remise à niveau des équipements électroniques. Rapidement sur oui. le parc. Donc, et donc, risque de confusion de véhicules, ils ont eu beaucoup de cas de remontée de confusion pour le conducteur, parce que dans un cas, en marche avant, la voiture freine toute seule, en marche arrière, elle ne freine pas du tout. Donc, si le conducteur est habitué à ce que ce soit la voiture qui freine et pas lui, eh bien, vous avez des chocs arrière en marche arrière. Ici, composition. Donc, on a fait une étude sur notre propre flotte. On a pris un panel de 9723 véhicules sur 6 clients. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, du véhicule de tourisme, du véhicule utilitaire léger. Donc, vous le voyez ici, on a travaillé par tranche de coût, puisque tout ce qui est inférieur à 22 000 véhicules, c'est du véhicule utilitaire léger. 22 000, 30 000, 30 000 et au-dessus de 36 000. Là, vous avez par équipement. Donc, vous avez 15% des véhicules inférieurs à 22 000, donc les fameux VUL, qui sont équipés d'aide au freinage d'urgence. Vous en avez 55% sur les supérieurs à 36 000, sachant que là, on est sur des véhicules qui ont, pour 90% d'entre eux, qui sont inférieurs à 1 an. Mais si on prend les véhicules des 3 derniers mois, les 55% par exemple sur les supérieurs à 36 000, on passe très rapidement à plus de 70%. Donc vous le voyez ici, c'est assez cohérent finalement. Moins le véhicule coûte cher et ce sont des véhicules utilitaires, moins ils ont d'équipement. Ce que l'on peut dire quand même, c'est que quasiment 100% des véhicules aujourd'hui sont équipés de radars de recul. Ça, c'est important. Donc, on a repris, en fonction de ces équipements, les sinistres qui étaient liés. Donc, les véhicules qui sont équipés d'aide au freinage d'urgence, comme vous le voyez en fonction des tranches, tout véhicule étudié, vous êtes à 0,033. Les véhicules équipés d'affût sont à 0,029. Donc, on voit qu'il y a quand même une petite incidence. Ça reste quelque chose, c'est une première étude que l'on a fait. J'en ai pas spécialement trouvé par ailleurs. Donc, c'est un point de départ. C'est pas une science exacte, mais ça donne déjà quand même une certaine indication. Voilà. Ensuite, on a fait des stats sur les changements de fil par rapport aux véhicules équipés de détecteurs d'angle mort. Et là, tout véhicule étudié, on est à 0,08.
on voit que ça n'a absolument rien changé. Pourquoi ? Parce que globalement, aujourd'hui, les véhicules équipés de ces détecteurs, ce sont des petites ampoules qui s'allument, lumière qui s'allume sur votre rétroviseur extérieur. Donc globalement, ça veut dire qu'on s'en fout. Donc voilà. Et là, ce qui est intéressant, ce sont les sinistres en marche arrière. Parce qu'on voit, c'est 0019 tout véhicule étudié, 0021 sur les véhicules équipés de caméras de recul, véhicules équipés de radar de recul, c'est 0019. Donc le radar, c'est ce qui sonne, ça dérange, donc certainement qu'on y fait un peu plus attention. Les caméras de recul, en fait, c'est de l'image. Et là, on s'aperçoit, c'est de l'excès de confiance, ça ne change globalement rien, et bien au contraire, parce qu'on voit que c'est plus important, parce qu'aujourd'hui, les conducteurs donc, se garent avec l'image, sauf que ce n'est pas performant à 100%. Il y a des tas de petites choses que vous ne pouvez pas voir. Donc se garer juste avec l'image de la caméra de recul, on a plus d'accidents. Juste une chose à signaler sur les inférieurs à 22 000 véhicules. On le voit, on se rappelle tout à l'heure, ils sont équipés de radars de recul pour 92%. Ils ont 0,09 de fréquence. Donc là, on se dit, chouette, eux, ça marche, ils sont super bien et tout. Eh bien, pas du tout. On a été chercher et en fait, ces véhicules inférieurs à 22 000, c'est du VUL. Et là, si vous voulez, je pense qu'ils tapent le mur tous les jours. Donc, ils font réparer une fois par an. Donc, cette fréquence 0,09, finalement, n'est pas un bon indicateur. C'est certainement du 0,20 ou des 0,30, sauf qu'ils ne vont pas amener la voiture à la carrosserie tous les matins avant d'aller travailler. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut dire par rapport à ça, c'est qu'on va mesurer de mieux en mieux les véhicules, comment ils sont équipés et de quelle façon ça impacte et ça sécurise pour la sinistralité. Mais en même temps, les clients sont très intéressés à ça, évidemment, mais il va falloir à chaque fois, en matière de formation, et on va en parler dans le débat, faire en sorte que les conducteurs soient formés et conscients. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. Voilà, c'était intéressant comme retour d'expérience. Et on vous propose, avant de poser les questions, donc on a 20 minutes, on va faire un petit débat entre nous, là. Et puis après, vous poserez vos questions. Et on a choisi ce petit débat sur 3 sujets. Les limites des aides à la conduite, les évolutions en matière de responsabilité et la vision internationale. Donc on va évoquer dans un premier temps les limites des ADAS, parce que finalement, on voit que les ADAS apportent confort, sécurité, mais ça peut aussi engendrer des risques. Alors, Dominique, auprès de tes clients, est-ce que sur ce sujet-là, en matière de... ça engendre d'autres risques? Tu en as parlé à travers des exemples et des coûts. Tu as des choses à apporter en plus par rapport à ton intervention? Alors, ce qui est certain, c'est que la conscience aujourd'hui de nos clients, c'est cette notion d'excès de confiance, de prudence et de rejet de la délégation aux ADAS. Alors, ce qui gêne les clients et ce qui les interpelle, c'est justement en allant vers le véhicule autonome. Denis, tout à l'heure, en parlant, finalement, c'est pas si loin que ça. Et il a expliqué que le danger, c'était justement la cohabitation entre des véhicules finalement d'ancienne génération, de nouvelles générations et qui seront de plus en plus équipés. Et on l'a vu tout à l'heure, le hands-off, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Parce que c'est lâcher la voiture, c'est pas regarder ailleurs, etc. C'est être un peu comme les pilotes d'avion, il va falloir garder sa charge mentale très élevée. Donc ça, c'est un nouveau risque et c'est quelque chose qui est très inquiétant pour nos clients parce qu'ils ne savent absolument pas par où commencer. Ils en parlent autour d'eux, chacun finalement se dit « oui, j'y avais pas pensé, oui, c'est un truc qui me réveille la nuit ». Mais en tout cas, ils ont conscience qu'il y a une modification dans l'acte de conduite et qu'il va falloir exactement connaître les dangers et surtout avoir les solutions. Okay. Alors maintenant, Anne, est-ce que justement par rapport à la partie prévention, est-ce que les ADAS n'engendrent pas des comportements à risque? Peut-être des exemples par rapport à ça. Tout à fait. En fait, ce qui pour nous est vraiment problématique et inquiétant, c'est que
on ne plaide pas contre le soleil, donc ces ADAS, elles vont de toute façon arriver, elles sont là, elles arrivent progressivement. Si on en croit le petit film, c'est tout de suite, c'est à consommer tout de suite. Donc ce n'est pas la peine de dire il faut enlever les ADAS. En revanche, ce qu'il faut aujourd'hui analyser, et moi je trouve que le retour d'expérience de Dominique est vraiment hyper instructif à cet effet, c'est qu'il faut analyser quel comportement ça génère, et surtout quels sont les comportements peut-être un peu déviants que n'avaient pas imaginé les constructeurs quand, en toute bonne foi, ils avaient installé ces ADAS dans les véhicules. Et j'ai été très frappée l'autre jour. Il y avait une journée qui était organisée par la direction de la sécurité routière pour les entreprises. Peut-être que certains d'entre vous étaient là. Et il y avait le témoignage d'un transporteur qui racontait qu'il était très surpris. Vous étiez là, vous vous souvenez. Il était très surpris de voir combien ces conducteurs qui sont incentivés sur l'éco-conduite et la consommation de carburant étaient vertueux. C'était formidable, ils consommaient tous beaucoup, beaucoup moins de carburant, jusqu'au moment où il a compris pourquoi. C'est parce que, en fait, tous ces conducteurs qui étaient équipés de camions avec des limiteurs de vitesse par rapport à la vitesse, par rapport au camion de devant, avaient réglé ce limiteur de distance de manière à profiter de l'aspiration du camion de devant et de pouvoir limiter leur consommation de carburant. Et donc, il y avait une espèce de confiance absolue de la part des chauffeurs routiers dans le fait que leur ADAS était de toute façon totalement infaillible et qu'ils pouvaient, en toute bonne foi, souvent en regardant en plus une série à la télé, profiter de l'aspiration du véhicule de devant pour remplir un objectif qui avait été fixé par l'entreprise, qui était la baisse de la consommation de carburant. Donc on voit bien qu'il faut regarder tout ça avec beaucoup d'attention. Il ne faut pas dire on ne voit pas les ADAS, il ne faut plus d'ADAS, etc. Mais il faut analyser aujourd'hui, en ce moment, tout ce qui se passe. Et vous, Risk Manager, c'est ça qu'il faut faire, c'est cartographier tous les effets pervers qui peuvent être ceux engendrés dans un comportement par rapport à des objectifs qui peuvent se retrouver en injonction paradoxale. Ok, merci. Alors moi, je rajouterais sur les coûts supplémentaires une petite étude de la Confédération française des experts d'assurance. Il y a eu une étude en décembre 2017, mais pas sur la fréquence. Alors pour les retardataires là, qui sont arrivés, sur ma propre flotte, avec l'intégration des radars de recul, j'ai eu une baisse de fréquence que seulement de 10%, après le renouvellement de la flotte de radars de recul, et une augmentation du coût. Alors pourquoi ? Parce que les préventeurs vous disent en fait, et puis même lors des entretiens post-accident, les personnes qui ont utilisé le radar de recul ont quand même l'accident, parce qu'en fait finalement le capteur ne capte pas tout. Et puis ils se réfèrent la confiance au bip bip, ils ne regardent plus dans le rétro. Donc du coup on a malheureusement des sinistres, même avec le radar de recul. On verra après avec les caméras qu'est-ce qu'elle fera, mais ce que disait Dominique, finalement, il y a toujours un excès de confiance. Alors, cette étude de décembre 2017, la Confédération française des experts d'assurance, indique, ils ont en fait comparé les véhicules ancienne génération et nouvelle génération. Ils ont regardé en fait au niveau des coûts des sinistres uniquement. Et tous sinistres confondus, on a une augmentation du montant d'expertise de 11% et une augmentation du montant des pièces de 19%. Entre les anciennes et les nouvelles générations. Et concernant les chocs arrière et les chocs avant, là par contre, le montant d'expertise aussi entre 10% et 15% de plus. Et le montant des pièces, par contre, là, bondit entre 25 et 30%. Vous voyez qu'en fait, il y a un impact parce qu'il y a des capteurs, parce qu'il y a des phares adaptatifs, parce qu'il y a des caméras. Et tout ça fait que ça impacte le coût de réparation. Alors, deuxième sujet sur les limites des ADAS. Là, en matière de formation, je me retourne vers Dominique. Est-ce que les clients expriment des besoins de formation auprès de leurs conducteurs ? Alors, ce qu'ils souhaitent, c'est déjà de continuer à convaincre les conducteurs que le rôle du conducteur reste et restera encore très longtemps prédominant. C'est-à-dire qu'ils sont passés là dans des campagnes un peu de communication
au moment des transmissions de résultats de sinistralité ou sur les multi-accidentés. Alors quand vous avez déjà un multi-accidenté qui doit normalement avoir 100% du contrôle de la voiture, ce qui leur fait très peur évidemment, c'est que le jour où il sait qu'il peut lâcher le volant, il se pose la question de savoir s'il va être bien formé et bien en alerte pour reprendre le contrôle du véhicule. Donc là, ils sont vraiment en quête, et c'est ce qu'on verra ensuite, mais sur l'apprentissage à la conduite des nouveaux véhicules. Et donc la question qui se pose, c'est à qui va être dévolue la formation du conducteur, parce qu'il y a la formation à la conduite, le respect du code de la route, et maintenant s'ajoute évidemment la connaissance du véhicule que je vais avoir. Hier, on changeait de véhicule, on savait conduire une Peugeot 3008, on savait conduire finalement une Renault Laguna. Aujourd'hui, c'est plus du tout vrai. Donc ça les inquiète, et ils se posent la question de savoir à qui c'est dévolu. Est-ce que c'est au constructeur ? Est-ce que c'est au concessionnaire ? Est-ce que ça doit être impacté à un moment donné dans une reprise avec une auto-école d'1 à 2 heures de conduite pour la prise en main du véhicule ? Ce sont des questions qui se posent parce que, m'ont-ils dit, l'évolution des véhicules, ça va très vite et on s'en aperçoit. De 3 mois en 3 mois, les véhicules qui arrivent sur parc sont vraiment nouveaux et différents. Et donc, ils ont besoin là d'avoir des réponses concrètes pour faire ces formations très vite. Ils ont compris et ils sont responsables. Le chef d'entreprise est responsable du véhicule qu'il met à disposition d'un collaborateur. Si le collaborateur, demain, dit attendez, moi, on m'a changé mon véhicule, il ne fonctionne plus du tout comme avant, je ne sais pas m'en servir, mais on m'a dit tu as cette voiture maintenant et tu pars faire une réunion ou un dépannage, etc. Eh bien, il y a un client qui m'a quand même parlé de faute inexcusable. Il m'a dit Dominique, je ne veux jamais être... Alors, je lui ai répondu que ce n'est pas moi qui allais conduire ces voitures et que ce n'est pas moi qui allais surtout former ces conducteurs. Parce que là, pour le coup, c'est une catastrophe. Merci. Anne, oui, concernant le CNRA. Juste pour compléter ce que vient de dire Dominique, on voit là, alors ça c'est dans le cadre de l'entreprise, mais si on dézoome et qu'on reprend dans le cadre plus global, on voit là l'injonction paradoxale incroyable dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, voilà, les véhicules prennent de plus en plus la main et vous allez avoir à faire de moins en moins de choses. Mais en revanche, il va falloir vous former de plus en plus et un peu tout le temps pour faire de moins en moins de choses. C'est totalement contre-intuitif. C'est totalement contre-intuitif. Et donc, moi, par rapport à cet état de fait, je me dis que cette contre-intuition qui nous tombe dessus, elle est génératrice de comportements qui vont être de toute façon accidentogènes. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'en réalité, personne ne va vouloir payer et prendre la charge de ces formations supplémentaires. Et moi, si on me dit « va te former pour ne rien faire », eh ben je dis « je ne me forme pas ». Donc là, on est au cœur de la problématique de ces nouvelles façons de conduire. Et à mon avis, on n'a pas fini d'en parler. Okay. Denis, est-ce que le constructeur a un rôle à jouer dans les formations ? Alors là-dessus, j'aurais 3 commentaires à formuler en fait. Déjà, d'un point de vue de la filière automobile en France, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs, constructeurs, équipementiers, sous-traitants, c'est un sujet qui est bien dans le scope de nos études en cours. Et justement, à l'ordre du jour en 2019, il est question de faire un état des lieux sur l'obligation d'information et de formation sur les conducteurs. En parallèle, au printemps, il y a la Commission internationale des examens de conduite automobile qui a prévu de fixer un atelier pour étudier certains véhicules dits autonomes dans les conditions réelles afin d'étudier les réformes justement engagées en matière de formation. Et 3e commentaire, j'ai trouvé ça assez intéressant lors du CES de Las Vegas. En fait, il y a un constructeur japonais qui s'appelle Nissan qui a envisagé d'installer un avatar aux côtés du conducteur, enfin du futur non-conducteur du véhicule, justement pour l'assister dans l'apprentissage et la prise en main du véhicule. Troisième question, là, je me retourne vers Dominique. La position des assureurs, est-ce qu'ils s'investissent dans ce domaine ? Est-ce que demain, ils modifieront leur structure tarifaire ? Alors, il y a quand même beaucoup d'assureurs qui sont impliqués dans les projets des véhicules autonomes. Et depuis quelques années, je pense aux côtés des constructeurs. Ils sont évidemment attachés à l'évolution des équipements. Ils ont beaucoup, pour certains d'entre eux, investi auprès de start-up.
Donc, et ils sont aussi investis dans les participations aux tests. Alors, est-ce que tout ça, ça va faire baisser les sinistres? Les assureurs, finalement, ils restent très concrets, très terre à terre, hein. Ils baisseront les budgets si les sinistres diminuent, s'il y a moins de corporels qui coûtent cher, etc. Ils vont pas. Mais j'ai un client qui m'a posé la question. Il m'a dit mais quand on aura les véhicules autonomes, finalement, on pourra prendre une petite RC comme la RC Générale, mais finalement, Dominique, ce sera plus la peine d'avoir un budget automobile. Alors, je l'ai regardé avec les grands yeux. Je lui ai dit déjà. Je pense qu'il ne faut pas le regarder comme ça. On va avoir de la cohabitation. Donc la cohabitation, tout à l'heure, Denis en parlait. Ça va, à partir du moment où il y a un humain qui va avoir des réflexes à avoir, etc., il y aura des sinistres. Ils coûteront cher. On l'espère, il y aura moins de corporels, puisqu'il va y avoir de la prise en main. Là, au niveau de la notion de freinage d'urgence, je pense qu'il va y avoir moins de corporels parce que les sinistres seront moins d'intensité, puisque les chocs se produiront à moindre vitesse. Ça, je pense. Par contre, je pense qu'on aura une augmentation des coûts du lapin, ça c'est certain. Donc, les assureurs sont très attentifs au transfert des risques, évidemment, parce qu'ils disent, bah oui, mais ça va moins coûter cher peut-être en automobile, mais ça va versus les budgets en RC Générale. Puis ils ont la RC produit. Alors même si Denis est extrêmement confiant, mais par habitude, il trouve qu'il y a peu de sinistres. Mais évidemment, c'est à un endroit, la responsabilité sera là. Et voilà. OK. Donc on va accélérer parce qu'il nous reste 5 minutes pour finir avant les questions. Deuxième thème sur l'évolution des responsabilités. Donc du coup, Dominique, est-ce que le conducteur, la responsabilité du conducteur est toujours engagée avec les ADAS ? Alors, avec les ADAS, la responsabilité du conducteur est 100% engagée. Il ne pourra jamais dire « c'est pas de ma faute, c'était la faute de la voiture ». Ça ne peut pas passer, sauf, ça reste dans le code des assurances et dans le code civil, le responsable reste le conducteur qui pilote la voiture, à charge à lui de démontrer que le sinistre a eu lieu par la faute d'un autre, ou d'un tiers, ou de la voiture parce qu'elle a été défaillante, mais il n'en reste pas moins que 100%. Donc c'est l'assureur du véhicule et du conducteur qui restera concerné. Le conducteur est maître à bord 100%. Donc, Denis, en fait, est-ce qu'il y a des signaux faibles justement par rapport à l'utilisation des ADAS pour la responsabilité ? Oui, effectivement, on a des signaux faibles en fait, qui se caractérisent par quoi ? Qui se caractérisent par le fait qu'on est régulièrement sollicité en fait, par les forces de police et ou des experts judiciaires quant aux ADAS dans le cadre d'accidents de la circulation. Et en fait, sur la question de savoir sur la nature des ADAS présents dans le véhicule accidenté et sur le fait de savoir s'il était actif ou non. Alors, effectivement, pour nous, c'est un signal faible parce que potentiellement, ça pourrait déboucher sur une réclamation RC produit. Pour autant, on n'a jamais eu pour l'instant de réclamation de ce type. Ok. Pour Anne, c'est un sujet complexe finalement. Alors qui s'occupe de ça ? C'est un sujet qui est tellement complexe qu'il nous échappe complètement. Pour reprendre juste la présentation que j'ai faite tout à l'heure sur la charge mentale, vous avez vu que le sujet, c'était qu'est-ce qui se passe entre le moment où le véhicule signale qu'il faut reprendre la main et le moment où, entre 6 et 7 secondes plus tard, le conducteur a effectivement pris la main. Eh bien, le sujet de la responsabilité de ces 6 secondes est un sujet qui est tellement macro que ça se discute au niveau de l'ONU. Donc, on voit bien que ce sujet-là n'est pas encore complètement abouti et qu'il nous dépasse complètement, y compris au niveau du droit français. Et qu'en réalité, on ne sait pas comment traiter ces quelques secondes où le constructeur dit moi, je ne suis plus en responsabilité puisque j'ai signalé qu'il fallait prendre le volant, et que psychologiquement, en termes de charge mentale, il est impossible pour un conducteur qui n'est pas un pilote de ligne de reprendre en 1 seconde le dispositif. Alors, deuxième thème, Dominique, est-ce que le fait de pouvoir peut-être faire des recours en dehors de la responsabilité du conducteur, ça va changer la gestion des sinistres ? Alors, au moins à court terme, voire à moyen terme, Denis l'avait souligné aussi dans sa présentation, loi Badinter oblige, le véhicule est impliqué, le conducteur est présumé responsable, même s'il explique qu'il y a défaillance, globalement, les sinistres seront toujours indemnisés par l'assureur du véhicule. Alors, sauf quand je dis ça, je suis sur la moyenne des sinistres. Là, je suis un peu plus mesurée. Si c'est un très gros sinistre corporel,
où il y a une mise sous scellé du véhicule, etc., etc. Mais globalement, la RC Auto est concernée. Il y aura donc indemnisation des blessés en corpo s'il y en a, c'est pour les victimes. Sur le matériel, on va dire qu'en France, on a quand même des conventions. On était très en avance sur tout le monde. On a des conventions IRSA, IDA, qui permettent d'avoir des avances sur recours, etc. pour le matériel. Je dirais que ça aussi, ça fonctionne bien, ça continuera. Par contre, c'est vrai qu'il il y aura certainement de plus en plus des actions récursoires qui seront mises en œuvre. L'assureur auto ira indemniser les victimes, mais en même temps se retournera vers... Alors là, on a vu, il y a une multiplicité d'intervenants, parce que on l'a vu, il y a le constructeur, mais il peut y avoir aussi, s'il est passé dans un réseau à un moment donné pour une réparation, celui qui a remis l'électronique en fonction, parce que cette voiture, elle fonctionne avec ses équipements, des caméras, etc. Le constructeur a mis la voiture à disposition, tout fonctionne bien. La voiture a juste un coup sur le pare-choc, il faut le rééquilibrer. Si c'est mal fait, il y a les contrôleurs techniques. Et puis, par exemple, sur l'équipement de franchissement de ligne continue, ça présuppose aussi que l'infrastructure routière soit parfaite. Si vous avez la ligne qui doit être continue, qui n'est plus continue du tout parce que elle a un peu disparu, elle est usée, etc., eh bien là, l'équipement ne va pas fonctionner parce que le radar ne va pas repérer la ligne. Donc il peut y avoir à plein d'endroits des actions qui se produiront. Alors ça ne sera jamais, je pense, ça c'est aux assureurs ensuite de se décider entre eux, mais sur un petit sinistre IDA, même si le conducteur il dit c'est pas de ma faute, c'était la voiture, elle n'a pas réagi, etc. Je vois pas AXA aller faire un recours contre MMA sur un forfait IDA qui est à moins de 1 500 €. Enfin, je présume, mais je le pense pas. Tout ça, la jurisprudence va se créer aussi à travers des sinistres importants, des sinistres corporels, etc. Donc on avance. Côté constructeur, Denis, tu n'as pas peur d'avoir des recours par la suite auprès du public? Je reste toujours à ce que je disais tout à l'heure. Donc la sécurité, première exigence. Après, l'impact pour nous, donc c'est un impact organisationnel au niveau de savoir comment gérer la fréquence potentielle des nouveaux dossiers. Et puis après, un impact au niveau adaptation vis-à-vis de nos propres fournisseurs sur les clauses responsabilité et assurance de nos contrats. Je continue sur les enjeux des données. Tu sais, il y a eu dans la presse un rapprochement entre les constructeurs et les assureurs. À toi, quel est ton point de vue sur l'enjeu des données? Parce que celui qui maîtrisera ces données maîtrisera le risque sur le véhicule autonome demain. Alors c'est vrai qu'on a senti, lorsqu'on a commencé à discuter avec les assureurs sur ce sujet il y a 3-4 ans maintenant, que leur première préoccupation, c'était justement l'accès aux données. C'était vraiment un petit peu le stress. Mais effectivement, lors du Mondial de l'Auto, on a eu l'occasion de voir qu'il y avait cet accord entre la FFA et le CCFA sur un accès aux données. Et tout le monde est d'accord pour aller dans le bon sens, je pense. Okay. Et Anne, parce que quand même en France, enjeu des données, c'est RGPD, la CNIL. Alors, enjeu des données, il y a un nouvel acteur qui s'invite dans ce débat-là, qui sont les collectivités locales. Donc moi, je participe aux côtés d'Anne-Marie Hydrac à toutes les réflexions qui sont sur la stratégie française du véhicule autonome. Et on a une montée en puissance des collectivités locales qui disent, et Dominique l'a dit, les infrastructures, elles sont de la compétence des différentes collectivités locales. Et elles disent, il n'y a pas de raison. Nous aussi, on veut notre part du gâteau. On veut avoir accès à ces données. Les données, c'est le nouvel Eldorado. Il n'y a pas de raison que nous, collectivités locales, qui sommes à la peine sur un tas de financements, on ne profite pas non plus de ces données. Et parallèlement à ça, un des freins qui est celui des Français par rapport aux véhicules autonomes, c'est justement l'accès aux données. Okay. Donc on va vite sur la vision internationale. Dominique, ton point de vue sur la vision internationale entre l'Europe, l'Amérique et l'Asie, rapidement? Alors nous, ce que l'on a vu quand même, c'est que évidemment, et ça ne va étonner personne, ceux qui sont le plus avancés, c'est les États-Unis. Nous avons nos collègues aux États-Unis qui sont sur le sujet depuis 2011. Donc là, ils sont quand même très en avance. Et pour eux, le véhicule autonome à l'échelle des États-Unis, il y en aura beaucoup sur la route avant 5 ans. Au moins la moitié de leur parc, selon eux, seront en véhicule autonome. L'Europe est évidemment très impliquée à la même hauteur que la France en recherche et développement.
mais je trouve que l'Europe est extrêmement prudente. Donc c'est pour ça, et Denis l'a dit tout à l'heure par rapport à PSA, du coup c'est la Chine qui est en train de récupérer tout un tas de tests et ils testent, je pense que tous les constructeurs vont en Chine. C'est un vaste territoire, la Chine est grande, il y a plein d'endroits qui sont relativement désertiques et qui peuvent permettre de faire ces essais. Et c'est vrai que la Chine est quand même un pays beaucoup moins exigeant au niveau de la sécurité de ses citoyens qu'en France. En France, si un véhicule autonome en test renversait un piéton, ça serait un vrai drame. En Chine, il faut se le dire, s'il y a 20 ou 30 victimes, si la voiture, l'évolution avance, bon voilà. Alors bon, quand je dis ça, c'est pas bien non plus parce qu'on en profite. Si PSA va faire ses essais en Chine, c'est pour que demain, il soit beaucoup plus en sécurité en France. Okay, donc on va passer sur la perception du véhicule autonome. Oui. Là, on va te laisser en fait, alors, Anne, sur... voilà, je voulais vous montrer les résultats d'une enquête qui a été faite par notre think tank. On a créé un think tank qui s'appelle UNIR pour une nouvelle idée de la route, auquel Dominique et ses équipes participent. Et notre think tank a fait une analyse big data avec BVA sur à peu près 8 millions de messages partagés sur les réseaux sociaux et qui parlent du véhicule autonome. Et donc ces messages sont analysés s'ils comportent des mots en français ou en anglais sur la base d'un corpus de mots qu'on a injecté dans l'outil. Alors, en France, avant l'accident Uber de mars 2018, voilà le nuage de mots. Donc c'est un nuage de mots qui est qualifié avec les émotions. Donc en rouge, ce sont les émotions négatives et en vert, ce sont les émotions positives. Donc en France, avant l'accident Uber, problème accident en énorme. Après l'accident Uber, on voit que le champ sémantique de ce côté négatif s'est étoffé. Donc ça veut dire que tout ce que les médias ont pu véhiculer comme idée négative par rapport au véhicule autonome a fait son chemin dans les messages qui ont été partagés par les Français. Je vous demande de l'avoir bien en tête parce qu'on va passer au suivant. Et le suivant, c'est dans le monde entier. Et alors, dans le monde entier, ce n'est pas du tout la même intonation. C'est plus positif. On a du better, du ready. Alors, après l'accident Uber, on a problème qui monte un petit peu. Mais malgré tout, cet accident, et ça fait écho à ce que disait Dominique par rapport à la Chine, cet accident n'a pas du tout entaché le côté positif que le monde entier porte par rapport aux véhicules autonomes, sachant que c'est bien sûr la Silicon Valley, mais c'est beaucoup la Chine qui communique énormément en anglais sur ce sujet-là, beaucoup l'Inde. Donc ce sont ces pays-là qu'il faut regarder par rapport aux véhicules autonomes. Okay, merci Dominique. Alors rapidement la conclusion avant vos questions. On s'est dit, pour les ADAS, ça serait bien de mettre en place une veille auprès de la marée, parce que moi, tous les jours, j'ai des alertes Google aide à la conduite, donc ça génère de nouveaux risques, il faut les identifier. Donc ça serait intéressant de mettre un état de veille, parce que demain, ça sera le véhicule autonome. On peut se dire, bien sûr, comment va évoluer la technologie, comment va évoluer la réglementation, parce que c'est ces deux leviers-là qui font qu'on va aller vers le véhicule autonome, qu'on va déresponsabiliser le conducteur. Je fais une petite anecdote. En décembre dernier, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la presse, mais il y a un conducteur d'une Tesla qui dormait au volant sur une autoroute. Il y a un gars en fait, qui a pris les photos, qui a commenté sur les réseaux sociaux. Il a dit, je cite en fait ses paroles, il a dit « Waouh, le mec, il conduisait au volant et il conduisait mieux que les autres voitures parce qu'il respectait les distances de sécurité. Vivement le véhicule autonome sur les routes. » Voilà. Et Tesla a communiqué en disant « Ouh là là, attention !» Parce qu'il était avec un autopilote. L'autopilote, c'est pas fait en fait pour remplacer le conducteur. C'est un ADAS. C'est-à-dire le conducteur doit être prêt à réagir. Un petit sondage. On a fait un premier sondage. Alors maintenant, levez la main. Qui a confiance aux ADAS? Levez la main. Ah bah c'est pareil. Hein. Finalement, vous avez confiance, c'est bien. Alors maintenant, on va commencer pour les questions. Qui a des questions, s'il vous plaît? On a 5 minutes. Allez-y.
Bonjour, merci pour votre intervention, Solène Guézy, avocate. C'était passionnant, on aurait voulu vous entendre plus longtemps, chacun d'entre vous. À l'issue de votre intervention, surtout vous, mesdames, je me demande si on a envie de ce véhicule autonome, puisque on comprend bien qu'on va devoir passer énormément de temps à se former, que ça va être... et donc, on n'a pas parlé de l'accessibilité à la formation, puisque déjà, il faut l'envie. Peut-être avons-nous, chacun d'entre nous, envie de passer plusieurs heures à nous former ? Et l'accessibilité à cette information, les capacités du conducteur à appréhender tous ces éléments. Et c'est vrai que les constructeurs, certains constructeurs, du coup, voulaient passer directement au niveau 5, driverless, parce que ça enlèverait un certain nombre de difficultés. Est-ce que vous pensez que, du coup, avec ce que vous venez d'expliquer, moi, ça nourrit aussi ma réflexion, il y aurait à un moment un point d'arrêt où on se dirait, bah, stop, on arrête là, parce qu'en fait, on développe une complexité et on attend d'avoir une technologie beaucoup plus avancée pour permettre d'aller directement au driverless? Alors, c'est un petit peu le schéma qui est celui de Google, et puis c'est aussi un petit peu le schéma qui s'esquisse en France, où le véhicule autonome est davantage pensé comme un véhicule de transport public. Donc, c'est en fait la ligne 14 ou la ligne 1, c'est déjà des véhicules autonomes. Alors, certes, ils sont sur rail et ils ne sont pas en circulation ouverte, mais pour en fait répondre en partie à ce que vous venez de dire, la France a choisi le côté transport public. De toute évidence, on voit monter par exemple sur les réseaux sociaux en termes de communication. On voit que ce sont la mairie de Paris, donc Anne Hidalgo, qui prend beaucoup la parole sur le sujet. On voit que les institutionnels sont très présents, la RATP est très présente. Et c'est beaucoup pour soutenir aussi une de nos industries françaises qui est assez exceptionnelle dans le monde, qui est celle des navettes. Donc la façon dont le marché est en train de s'esquisser pour la France, je vous parle de la France, c'est vraiment de pousser ces véhicules autonomes dans leur format navette, avec un transport public qui fait que vous, comme moi, nous n'avons pas besoin de nous former pour passer notre passe Navigo devant le petit boîtier. D'autres questions ? Bonjour, très intéressant, vraiment, merci beaucoup. Vous avez parlé de la protection des données. Il y a un scénario dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est le risque d'une attaque cyber, c'est-à-dire la prise de contrôle. Et ça, j'imagine que les constructeurs réfléchissent là-dessus. Voilà, donc je voulais savoir si vous pouvez parler un petit peu de ça. Ça fait effectivement partie du panel des risques qui sont appréciés, quantifiés en interne chez PSA, puisqu'on a une personne qui est dédiée, en fait, qui est maître expert, donc c'est vraiment le top sur le sujet, et qui est dédié au sujet cyber et véhicules autonomes au sein de PSA, c'est-à-dire qu'il consacre l'intégralité de son temps à ce sujet-là, à voir comment analyser, identifier, quantifier l'ensemble des risques cyber. Juste pour compléter par rapport à votre question, ce qui a justement intéressé notre think tank, c'est de lutter contre une espèce d'idée préconçue qui est un anesthésiant très puissant par rapport aux mesures de sécurité routière, qui consisterait à dire, puisque 90% des accidents sont dus à des facteurs humains, on enlève l'humain et on règle la problématique des accidents. Ce que dit notre association, c'est que ce n'est pas exactement comme ça que ça va se passer avec le véhicule autonome, c'est que la chaîne de valeur du véhicule autonome, elle va s'étendre, et que peut-être que ça va régler les accidents tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des accidents de circulation dans les réseaux routiers, mais en réalité, le facteur humain, il faut le remonter dans la chaîne de valeur du véhicule autonome, et que ce seront toujours des humains qui, par rapport au cyber, par rapport à des malveillances, prendront la main pour effectivement générer des accidents qui seront d'une ampleur incomparable par rapport à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Donc non, le véhicule autonome ne règle pas les questions de sécurité et les déporte sur d'autres types de risques. Peut-être une dernière question ? Si quelqu'un a une dernière question ? Non ? Vous avez parlé des données et du fait que les collectivités territoriales pouvaient être intéressées par ces données. Et je voudrais savoir qui est propriétaire de toutes ces données. Ça, c'est la question. Je crois que vous avez posé la bonne question. On n'a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Oui, exactement. Et juste en se disant quand même que l'objectif final, quand même, c'est que ces véhicules soient dotés d'un Event Data Recorder, c'est-à-dire l'espèce de boîte noire des avions, parce qu'une fois que le véhicule sera totalement autonome, il faut pouvoir le... Et ici, même si on dit qu'il y a un pilote qui doit reprendre le contrôle, il n'en reste pas moins qu'à ce moment-là, c'est certainement
le véhicule ou l'environnement qui a créé le sinistre. Donc c'est vrai que d'avoir un EDR, je trouve que ça serait bien. Alors après, oui, c'est de protection de cet EDR. Voilà, donc, je vous remercie. N'oubliez pas de remplir le questionnaire. Je vous remercie de votre présence et je remercie les intervenants.